Je remercie les Raymond pour m'avoir invité. J'ai habité en Égypte de 2007 à 2013, jusqu'à juillet 2013. Et je suis rentrée au commissariat pour les réfugiés en fin 2011, en novembre 2011. Et je suis partie de là-bas en juin 2013. Donc j'ai vécu pas mal de crises en première ligne. La première mission qui m'a été confiée au HCR, c'était de prendre mon téléphone, de téléphoner à des demandeurs d'asile et de leur expliquer qu'on avait fait une erreur, qu'ils avaient été convoqués pour le 25 décembre et que malheureusement, ils ne pourraient pas être reçus ce jour-là, et donc de leur donner un nouveau rendez-vous fin juin de l'année suivante. Ça faisait déjà 6 mois qu'ils étaient en Égypte en train d'attendre, et donc je leur téléphonais pour leur dire qu'il faudrait encore attendre. Alors vous imaginez la frustration, l'incompréhension, la colère de ces gens dans une région très peu sûre. On était après la Révolution. Quand j'ai quitté le HCR en juin 2013, le délai d'attente entre l'enregistrement d'un demandeur d'asile et son entretien pour la détermination de son statut de réfugié était de 2 ans. Et le délai a continué à croître encore après. Il est vrai que le HCR avait des difficultés à ce moment-là qui étaient inhérentes au pays même, puisque l'Égypte était en plein soulèvement populaire, et puis qui étaient aussi problématiques en raison des situations de crise à l'extérieur du pays. L'explosion était donc tout à fait prévisible, et quand j'ai quitté l'Égypte en 2013, je me demandais combien de temps ça allait prendre avant que la cocotte minute n'explose. Le 3 octobre 2013, au large de Lampedusa avait lieu le pire naufrage qu'on avait jamais eu en Méditerranée dans les récentes années, puisque 350 migrants chaviraient et disparaissaient en mer. L'Europe découvrait avec horreur ce qui se passait, la tragédie qui se passait à sa frontière sud. Et moi, je me rendais compte que les gens qui avaient été victimes de ce naufrage avaient le même profil que ceux que j'avais côtoyés en Égypte. Alors, ce que je me propose de faire aujourd'hui, c'est d'essayer de vous expliquer qui sont ces personnes, d'où elles viennent, pourquoi elles partent, comment ils s'adaptent en Égypte, s'ils arrivent, et quels sont leurs choix pour la suite. Ce que je voudrais aussi qu'on fasse, c'est qu'on voit un peu les implications, c'est-à-dire comment les décisions ou de l'Europe, ou des États-Unis, ou de l'ONU, ont des répercussions extrêmement importantes sur les populations de ces régions et sur les mouvements de population de ces régions. Dans un premier temps, je vous parlerai donc des différents acteurs, qu'ils soient institutionnels ou que ce soit la population des migrants. Et puis ensuite, on parlera de l'intégration possible en Égypte ou des autres possibilités qui s'offrent aux migrants. Alors, on va faire un tout petit peu de droit pour commencer, mais je vous promets, ce ne sera pas très long et pas trop dur. Le droit des réfugiés est géré par la Convention de Genève de 1951 qui prévoit que peut être reconnue donc réfugiée toute personne qui craint d'être persécutée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou pour une appartenance à un groupe social particulier. Ce groupe social est parfois difficile à définir. Ces personnes-là peuvent demander l'asile dans un autre pays. Chaque région ou chaque pays peut se doter d'autres outils pour venir compléter cette convention. L'Afrique, notamment, s'est dotée de la convention de l'OUA de 1969 qui élargit le statut de réfugié aux personnes victimes de conflits armés. Donc vous comprenez que d'un côté, on a un statut de réfugié qui est sur une base plutôt individuelle. On est persécuté personnellement en raison de ce qu'on est. Et dans l'autre côté, c'est une persécution collective. Il suffit qu'on soit présent sur le théâtre d'un conflit armé. L'Égypte était le seul pays arabe à être présent au moment de la rédaction de la Convention. Et elle a émis un certain nombre de réserves qui ont été inscrites dans les textes. La première de ces réserves, c'est qu'elle ne voulait pas que les réfugiés soient traités sur un pied d'égalité avec ses propres citoyens. Cela implique différentes choses. Par exemple, qui ne sont pas scolarisés dans les écoles publiques, qui ne peuvent pas avoir accès aux mêmes soins, et beaucoup plus grave, qu'ils ne peuvent pas travailler en Égypte. Donc la seule chose qu'elle leur autorise, c'est de pouvoir vivre légalement sur son territoire. Elle ne veut pas non plus s'occuper de tout ce qui est l'aspect légal, donc de faire la détermination du statut de réfugié comme l'OFPRA le fait en France. C'est donc le HCR qui s'occupe d'auditionner
les demandeurs d'asile. Elle ne veut pas prendre en charge la charge financière que représentent les réfugiés. C'est donc la communauté internationale, par le biais du HCR, qui s'occupe aussi de ça. En plus de ces réserves, elle a commis au cours des dernières années un certain nombre d'infractions, la plus grave d'entre elles étant probablement la violation du droit de non-refoulement. Une personne réfugiée ne peut pas être refoulée dans son pays d'origine. Or, plusieurs Soudanais ont fait l'objet de rafles et de déportations alors qu'ils avaient un statut de réfugié en Égypte. Et ça contrevient à toutes les lois internationales, toutes les conventions, y compris celles de l'OUA. Donc le HCR a un double rôle, celui de protéger en reconnaissant les réfugiés et celui de trouver la façon d'organiser la vie des réfugiés en Égypte. Il fait face à un certain nombre de difficultés, qu'elles soient conjoncturelles ou structurelles. Alors, au niveau des difficultés structurelles, on a un manque d'effectifs chronique, parce que ça dépend du bon vouloir des nations et des donations internationales. Donc quand il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'effectifs, et donc les services sont complètement engorgés. Donc je vous racontais tout à l'heure le cas donc des délais pour les réfugiés. Alors c'était la pire des choses que j'ai eu à faire au départ, de reprogrammer des gens qui étaient déjà dans le désespoir. Je pensais que ce serait la seule fois où j'aurais à le faire. Finalement, ça a été pratiquement l'essentiel de mon travail. Donc, par la suite, les gens venaient, ils étaient une douzaine programmés par jour pour passer cet entretien. Une de ces journées, j'ai dû reprogrammer 9 personnes qui étaient venues et qui n'avaient pas d'officier pour être interrogées. Et donc là, les délais étaient de 8, 9, 10 mois. Donc il y a eu des crises à gérer à ce moment-là aussi, puisque les gens ne comprennent pas, et vous êtes là pour nous protéger et vous ne pouvez pas le faire. Et puis il y a des problèmes de gens qui craquent aussi dans les organisations, puisque les dossiers sont très très lourds. Et pendant qu'on était là-bas, l'un des seuls officiers qui était encore avec nous n'est plus venu d'un jour à l'autre comme ça, laissant derrière lui des dizaines et des dizaines d'entretiens non évalués qu'il a fallu reprendre et refaire. À côté de ces difficultés structurelles, on a des difficultés conjoncturelles qui tiennent de la situation politique en Égypte. Donc en Égypte, on a eu le soulèvement de fin janvier 2011 avec le retrait des forces de l'ordre et les couvre-feux. Donc le HCR n'a pas eu d'autre possibilité que de fermer ses portes pour des raisons de protection évidentes, ce qui a profondément désorganisé encore davantage le HCR. Et donc, par la suite, les gens qui avaient besoin des services du HCR étaient extrêmement mécontents et ont aussi, dans l'ambiance générale des manifestations, ont aussi organisé des manifestations, ce qui a posé des problèmes de sécurité énormes au HCR, qui a dû refermer plusieurs fois les bâtiments. Au-delà de ces problèmes internes à l'Égypte, il y a eu 2 crises majeures qui ont en plus drainé du personnel de la place principale du HCR vers des positions extérieures. Il y a eu la crise libyenne, où il a fallu emmener du personnel à Saloum sur la frontière pour gérer les cas des demandeurs d'asile et des gens qui passaient par là. Et puis on a eu la crise syrienne à partir de 2012, pour laquelle on a eu un nombre absolument sans précédent de réfugiés qui est arrivé et qu'il a fallu gérer. Donc tout ça, ça veut dire que les autres populations étaient passées à la trappe. C'est pour ça qu'on a observé ces délais qui sont passés à 2-3 ans avant d'obtenir des rendez-vous. À côté du HCR, il y a des ONG qui travaillent. Alors la principale ONG qui travaille avec le HCR, c'est Caritas, qu'on connaît ici sous le nom de Secours catholique, qui gère tout l'aspect financier. Donc le HCR donne cet argent à Caritas, qui est chargé de le distribuer auprès des réfugiés qui en ont le plus besoin. Caritas s'occupe aussi de tout ce qui est l'aspect médical. Donc ils ont des docteurs, ils font des consultations gratuites ou très peu chères pour les demandeurs d'asile et les réfugiés. À côté de Caritas, on a d'autres organisations, comme par exemple l'église Saint-Andrews, qui s'occupe en partie de la scolarité, puisqu'il y a d'autres activités, ou des structures d'aide légale qui ont un travail de plaidoyer et d'assistance, comme des avocats en fait, pour les réfugiés. Alors ces ONG qui étaient à Garden City pour beaucoup, pas loin de la place Tahrir, ont dû aussi fermer leurs portes à de nombreux moments. Donc vous imaginez des réfugiés qui ne peuvent plus toucher leur argent sur des longues périodes, la détresse dans laquelle ils se retrouvent dans une période qui est extrêmement incertaine. Par la suite, à chaque fois qu'il y avait une flambée de manifestations, de violences, c'était toujours dans ce même coin, donc à chaque fois ils devaient fermer leurs portes.
Et puis quand ça se passait bien, quand ils pouvaient ouvrir leurs portes, ils ont eu un autre problème avec les autorités égyptiennes qui se sont mis à les persécuter en disant « c'est votre faute s'il y a des troubles à l'intérieur du pays, vous êtes les mains invisibles qui posent des problèmes en Égypte ». Ils ont posé des scellés sur les fonds pour en déterminer la provenance et il y a eu vraiment des problèmes énormes pour ces ONG. L'une d'entre elles, qui s'appelait Amera, qui était une ONG de plaidoyer et d'aide légale, faisait un travail absolument extraordinaire. On a beaucoup travaillé avec ces gens-là. En 2014, ils ont jeté l'éponge. Ils sont partis, ils ont quitté complètement l'Égypte, en laissant derrière eux donc, des gens vraiment dans la détresse. On a d'autres ONG qui sont aussi dans la tourmente. Ce sont les ONG de défense des droits de l'homme. Alors, par exemple, on a une ONG qui s'appelle Nadim, qui travaille avec les personnes victimes de torture. Elle s'occupe des torturés qui viennent de l'extérieur de l'Égypte, mais elles aident aussi évidemment les personnes égyptiennes. Et c'est là le problème. Donc cette association, cette ONG, a fermé plusieurs fois et est aux prises très régulièrement avec les autorités égyptiennes. Alors maintenant pour les exilés. Alors je vous ai récupéré une carte, vous voyez qui date, je suis désolée c'est en anglais, mais on va la regarder ensemble. Elle date du 31 octobre 2017, donc elle est relativement récente. Et elle pose donc la situation qui existait au 31 octobre 2017. Je vous ai rajouté à la fois les chiffres d'avril 2019, donc c'est vraiment les dernières statistiques qu'on a, et puis quelques phénomènes un peu plus anciens. Donc je vais essayer de respecter un ordre à peu près chronologique pour vous en parler. Les premières migrations qui ont eu lieu en Égypte, ce sont les migrations qui viennent de Palestine, à partir de la Nakba en 1948. Alors vous vous souvenez qu'en 1951, on signe la Convention des réfugiés. En 1948, on a les premiers réfugiés palestiniens qui quittent la Palestine et qui s'installent dans tous les pays limitrophes. Sans structure, l'ONU met en place une organisation qui va ne s'occuper que des Palestiniens, l'UNRWA, mais elle n'est pas présente partout. Donc certains arrivent en Égypte et la position de l'Égypte, qui en discute justement pour la signature prochaine de la Convention de Genève, est de dire qu'il est hors de question de reconnaître réfugiés les Palestiniens. Pourquoi ? Parce que la situation ne doit être qu'extrêmement transitoire. Il est urgent que les Palestiniens rentrent chez eux et obtiennent compensation. S'ils deviennent réfugiés, quel est le risque ? Ils vont s'intégrer forcément dans les pays où ils ont trouvé refuge, ou pire, ils pourront être réinstallés. Et par conséquent, on assistera à une dilution de l'identité palestinienne. Hors de question pour les pays arabes, ils refusent. Alors l'Égypte refuse donc d'enregistrer comme réfugiés les Palestiniens, ce qui ne pose pas de problème. Pourquoi ? Parce que les Palestiniens sont très très bien accueillis en Égypte, surtout pendant la période de Nasser. Ils peuvent rentrer sans problème dans les écoles publiques, les hôpitaux, travaillent comme ils veulent, ils n'ont pas besoin de permis de travail pour travailler, et ils peuvent même entrer dans la fonction publique. L'âge d'or va durer jusqu'en 1978. En 1978, le ministre de la Culture égyptien est assassiné par un groupe palestinien, et l'opinion publique, les politiques, les médias se retournent contre les Palestiniens, les accusant de traîtrise. Du jour au lendemain, ils perdent tout. Ils ne peuvent plus travailler, ils ne peuvent plus aller à l'école, ils ne peuvent plus se soigner dans les hôpitaux publics. Ils sont devenus des illégaux en Égypte, sans pays où ils peuvent retourner. Donc à partir de 1978, ça devient extrêmement difficile pour les Palestiniens. Ils sont 70 000 actuellement, on estime qu'ils sont 70 000 actuellement, ils ne sont toujours pas enregistrés au HCR. Et la situation est ubuesque à tel point que quand les Syriens ont commencé à arriver, avec eux, il y avait de nombreux réfugiés palestiniens qui, depuis les mêmes dates que pour l'Égypte, avaient trouvé refuge en Syrie. Les Syriens ont pu s'enregistrer au HCR sans aucun problème. Les Palestiniens, non. Par la suite, après les Palestiniens, on a eu à peu près à la même époque, donc ça ne figure pas du tout sur la carte puisque c'est une autre époque, les réfugiés politiques des mouvements de décolonisation de l'Afrique noire. Nasser les a accueillis à bras ouverts parce qu'il était le héros de la décolonisation en Afrique. Et donc, il les a reçus, il a lié même de solides amitiés avec plusieurs d'entre eux qui deviendront des chefs d'État de leurs pays respectifs par la suite. Une fois les décolonisations faites, il invite l'élite africaine à venir étudier en Égypte. C'est une façon pour lui de faire du soft power en renforçant l'aura culturelle de l'Égypte sur l'Afrique. Là encore, ça ne durera qu'un temps, puisqu'avec sa date, ces dates se détournent du continent africain pour se tourner plutôt vers les États-Unis. À une exception près, les Soudanais.
Il fait un accord de libre circulation avec le Soudan en 1976 qui permet aux ressortissants des deux pays de venir dans l'un ou l'autre pays, de s'y établir sans visa et de pouvoir travailler sans demander des permis de travail. On estime aujourd'hui, on n'est pas très sûr des chiffres, de 800 000 à 4 millions le nombre de Soudanais en Égypte. Là, je parle donc bien de migrants, ça n'a rien à voir avec le HCR. Alors, par la suite, les migrants que nous avons eus, c'était des migrants beaucoup de la Corne de l'Afrique, ces migrants traditionnels. La Somalie, en Somalie, ils vont beaucoup au Kenya, au sud, ou au Yémen, et quelques-uns sont venus, au Soudan aussi, mais quelques-uns sont venus jusqu'en Égypte. En Éthiopie, on en trouve aussi. Ils ont fui d'abord la guerre civile, les luttes claniques, puis l'instauration des tribunaux islamiques et les Shabab. En Éthiopie, on a des problèmes avec certaines... Alors, ce ne sont pas des groupes minoritaires, ce sont des groupes majoritaires, mais ce n'est pas eux qui ont le pouvoir, donc ils sont réprimés. Ils veulent revendiquer leur identité et finissent très souvent en prison avec des tortures et des sévices graves. C'est beaucoup l'ethnie Oromo qui est au sud, qui va essayer aussi de partir, certains au Soudan, d'autres vers le sud, et puis quelques-uns vers l'Égypte aussi. Érythrée, on parle de l'Érythrée comme d'une prison à ciel ouvert, c'est la Corée du Nord de l'Afrique, un service militaire qui dure 10 ans pour les hommes et les femmes, et qui est reconductible selon le bon vouloir des généraux. Dans ces conditions, alors les services militaires c'est très dur, parce que c'est pratiquement une prison, il y a des humiliations, il y a des viols et des tortures. Dans ces conditions, on comprend que les jeunes n'ont pas forcément envie de rester en Érythrée et préfèrent aller tenter leur chance ailleurs. Le HCR, récemment, enfin à peu près depuis les années 2013-2014, a décidé de reconnaître réfugié tout Érythréen qui avait franchi illégalement les frontières de son pays. Parce qu'on sait que si un Érythréen est répatrié dans son pays, il risque d'être victime de disparition forcée. Il est vraiment à risque. On a eu dans les années 2003, alors le Soudan, je vais en parler beaucoup plus profondément par la suite, donc je vais laisser de côté. On a eu l'Irak. À partir de l'intervention occidentale en 2003, un certain nombre d'Irakiens sont arrivés en Égypte pour des raisons de proximité culturelle et historique. Et puis un certain nombre d'entre eux, d'ailleurs, sont repartis en Irak depuis. Alors, les migrations plus récentes. On voit ici, Ali tout à l'heure nous a laissé sur la Libye. On va repartir donc sur la Libye pour revenir vers l'Égypte. On voit cette flèche-là de 1 million de personnes qui est passée de la Libye vers l'Égypte au moment de la révolution libyenne. Donc, Ali nous disait tout à l'heure qu'on avait en Libye beaucoup d'Africains qui venaient travailler, parfois dans des conditions très difficiles, mais qui travaillaient, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas l'intention d'aller ailleurs en Libye. Il y avait aussi plus d'1 million d'Égyptiens à travailler en Libye. Ces Égyptiens étaient pourvoyeurs d'argent pour leurs familles en Égypte. Il faut savoir que les revenus des travailleurs égyptiens à l'étranger, c'est la principale source de revenus en devises de l'Égypte. Ça veut dire que ces 1 million d'Égyptiens, quand ils sont revenus, ils se sont retrouvés non plus pourvoyeurs d'argent, mais en plus à la charge de leur famille. Donc psychologiquement, vous imaginez ce que ça a été pour eux. Avec eux, on a eu quelques travailleurs chinois et bengalais qui ont été rapatriés par leur propre pays. Les Égyptiens sont rentrés dans leur famille. Et les Africains, eux, sont partis. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient lynchés en Libye, parce que Kadhafi employait des milices africaines qu'il venait chercher au Darfour, au Soudan, parmi les populations, les ethnies africaines du Soudan. Et elles ont commis des exactions dont on a parlé, et par amalgame, tous les Africains se sont retrouvés cibles de lynchage. Donc ces gens-là se sont retrouvés à la frontière, ne voulaient pas repartir ailleurs, se sont retrouvés à la frontière, et c'est pour eux qu'il a fallu déplacer une partie du HCR pour aller faire des entretiens du côté de Saloum. Pour les Égyptiens qui sont rentrés, je vais quand même rajouter un mot. Il y a probablement une corrélation entre le retour des Égyptiens de Libye et l'augmentation de l'indélinquance en Égypte. Alors, je n'ai pas de chiffres, je suis désolée, je n'ai pas de chiffres pour cet événement-là, mais j'avais déjà travaillé sur cet événement, sur un événement similaire qui a eu lieu pendant les années 90, au moment de la guerre, l'invasion du Koweït par l'Irak. À ce moment-là, il y avait beaucoup d'Égyptiens qui ont quitté ces deux pays et qui sont revenus en Égypte. Et on avait observé qu'il y avait les mêmes problèmes donc, que les Égyptiens venant de Libye, et on avait observé une hausse sensible de la délinquance suite au retour de ces Égyptiens. Donc il a fallu apparier que là, le même phénomène peut être observé.
les Syriens ont commencé à arriver en 2012. Et vous voyez sur cette carte que les Soudanais sont 43 000 depuis un bon moment. Les chiffres restent à peu près les mêmes ou augmentent très peu. Et c'était de loin la plus grosse population réfugiée en Égypte. Et vous voyez qu'on est très loin aussi des 800 000 à 4 millions de Soudanais présents sur le territoire. Or, là, depuis 2012, ils se sont complètement fait supplanter par les Syriens, qui sont ce chiffre-là maintenant, et mais qui seraient 300 000 en tout. Tous ne sont pas enregistrés au HCR. Ils sont estimés à peu près à 300 000 Syriens résidant en Égypte. Alors on voit que la part des Syriens a diminué, ce n'est pas parce qu'il y a moins de Syriens, c'est tout simplement qu'il y a une augmentation du nombre de réfugiés. Et parmi les autres réfugiés qui sont arrivés, ça c'est un phénomène très récent, les Yéménites, qui en 2017 encore étaient dans la catégorie autre et qui maintenant ont leur propre catégorie parce qu'ils dépassent les 3%. Donc voilà un petit peu le profil des gens qu'on a. Alors ce qui était important à comprendre, c'est de voir que, par exemple, les Syriens ici, c'était le pays qui accueillait le plus de réfugiés au monde jusqu'en 2012, jusqu'en 2011. Ils accueillaient les Irakiens et les Palestiniens. C'est devenu le pays qui produit le plus de réfugiés au monde, 5,6 millions de réfugiés syriens. Et en fait, tous ces pays-là, le Soudan, alors on va en parler du Soudan maintenant. Alors, voilà, le Soudan. Donc le Soudan a été en proie à une guerre d'indépendance violente qui a fait 2 millions de morts. On en parle très peu. C'est un des conflits les pires sur le continent africain depuis la Seconde Guerre mondiale. 4 millions de déplacés sur une population de 8 millions, avec beaucoup de gens qui sont partis à l'étranger. Alors, ils vont dans 3 pays principalement, d'abord l'Ouganda, le Kenya et l'Éthiopie. Une poignée d'entre eux, notamment quelques centaines de Sud-Soudanais, arrivent en Égypte. En Égypte, ils ont de grosses difficultés d'intégration. Le HCR choisit donc une solution pour eux qui est la réinstallation et leur propose les États-Unis qui les acceptent. Aux États-Unis, ils font un formidable travail de plaidoyer pour sensibiliser l'opinion publique à la guerre qui se passe au Soudan. Donc les médias parlent de la guerre, les politiques s'intéressent aussi. L'emballement médiatique est beaucoup plus important que ce qu'on a connu ici en France. Et les États-Unis acceptent d'accueillir beaucoup plus de Sud-Soudanais. L'augmentation des réinstallations crée un appel d'air. Alors attention, c'est un mot qu'on utilise très souvent, appel d'air. On ne veut rien faire parce que ça va faire un appel d'air, ils vont venir. Les gens qui arrivent en Égypte sont des gens qui ont des vraies demandes de protection. Par contre, ce qui les attire en Égypte plutôt que d'aller dans les camps de réfugiés au sud, c'est la perspective d'être réinstallé ailleurs et de pouvoir vraiment reconstruire sa vie, parce qu'on ne reconstruit pas sa vie dans un camp de réfugiés. À partir de là, le nombre de réfugiés donc, à partir d'Égypte vers les États-Unis est colossal. On parle de plusieurs milliers de personnes. Il faut savoir qu'au niveau mondial, moins de 1% des réfugiés qui va dans un pays qu'il espère être un pays de transit, donc les migrations sud-sud, moins de 1% de ces réfugiés sont réinstallés dans un pays tiers. En Égypte, le taux pour les Sud-Soudanais était de 57%. Donc c'était quelque chose qui était vraiment sans précédent et ça a été la plus grande opération de réinstallation qui n'avait jamais eu lieu sous l'égide du HCR. Et ça a donc profondément marqué les réfugiés. Les États-Unis, eux, ont continué à faire pression et, avec la communauté internationale, ont enfin réussi à obtenir un accord de paix, enfin à entrer dans un processus de paix en tout cas, avec la promesse de paix qui a effectivement été signée en 2005. Mais en 2004 déjà, il y avait un cessez-le-feu. Alors là, le HCR s'est trouvé avec un gros problème. Soit il continuait à interroger les Sud-Soudanais et ils étaient rejetés en masse, puisqu'il n'y a plus de raison de persécution dans leur pays, puisqu'il y a un cessez-le-feu, il n'y a plus de guerre. Mais on sait que cessez-le-feu, ça ne veut pas dire paix. Et qu'on peut encore avoir des problèmes. Donc on ne peut pas se permettre de rejeter ces gens et que ces gens soient sous la menace d'une expulsion vers leur pays d'origine. Donc ils ont choisi de faire quelque chose d'un petit peu bâtard, qui a été la suspension de la détermination du statut de réfugié. Donc les gens pouvaient s'enregistrer, mais ne pouvaient pas être reconnus réfugiés. Il n'y avait pas d'entretien pour ça. Et donc, par conséquent, ils ne pouvaient absolument pas prétendre à être réinstallés. Ils ont continué à arriver en masse vers l'Égypte. Et ici, donc, vous voyez sur ce graphique ici, la courbe des demandeurs d'asile qui explose. D'accord ?
Ici, on voit les populations. Alors, quand on est sur un creux comme ça, c'est qu'on avait un super programme. Ça, c'est un peu comme quand le chômage, quand on est en plein emploi. C'est ce que devraient être tous les pays avec très, très peu de demandeurs d'asile en attente. Là, on a une explosion du demandeur d'asile. On a eu un programme et des fonds qui ont permis de mettre des officiers dessus. Et voilà. Et puis ensuite, ça explose ici. Et vous voyez qu'ici, en 2011, on a de nouveau une explosion. Donc, une augmentation colossale des personnes à la charge du HCR sur le territoire égyptien. Le dernier, j'ai donc un graphique avec la réinstallation des réfugiés à partir de l'Égypte. Ici, j'ai tous les réfugiés et les réfugiés soudanais, sachant que parmi les Soudanais, c'était principalement les Sud-Soudanais. Donc, vous voyez la part un peu des Sud-Soudanais par rapport aux réfugiés. À partir de là, donc ça a continué, puisqu'ils avaient déjà été interrogés, ils ont continué à partir dans ces années-là. Et ici, ça s'écroule complètement. Voilà. Je reviens un tout petit peu en arrière. En refusant donc d'interviewer, en n'interviewant plus les demandeurs d'asile, le HCR a pu se permettre de faire une compression de personnel colossale, puisque toutes ces personnes-là n'étaient plus à traiter. Et puis pareil pour les réinstallations, tout le personnel qui travaillait dans ces services, leur contrat n'a pas été renouvelé. Mais par le même coup, ça a créé un problème énorme pour traiter les demandes de ceux qui étaient là et qui avaient besoin du HCR. Ils n'arrivaient plus à obtenir des documents d'identité s'ils se les faisaient voler. Et il y a eu une colère qui est montée, et de l'incompréhension et de la frustration qui arrivait à un tel point où, en septembre 2005, ils ont décidé d'organiser une manifestation sur la place Mustapha Mahmoud, à quelques encablures du HCR qui se trouve à Mohandessine, sur une artère absolument principale du Caire. L'occupation de la place a duré 3 mois. Pour ceux qui connaissent l'Égypte, c'est sans précédent, à part ce qui s'est passé donc en 2011. Le HCR, dès le début, a dit « ces gens-là ne nous concernent pas, ce sont des dossiers clos ou des réfugiés économiques ». La presse en est emparée, en a parlé en ces termes. Donc il y a eu, peut-être pas une cabale, mais il y a eu quand même, enfin les Égyptiens étaient un peu remontés contre ces gens qui étaient sur leur territoire et qui réclamaient des droits. Les autorités égyptiennes ont fait montre d'une patience qu'on leur connaît peu. Pourquoi ? Je pense que la raison principale à cela, c'est qu'elle voulait ainsi faire pression sur le HCR qui voulait se débarrasser d'enregistrer, de faire la détermination du statut de réfugié et qui ne voulait plus s'occuper de ça. C'était à l'Égypte. L'Égypte a signé la convention de 51 et elle devait s'occuper des réfugiés. Et c'est une façon de dire on ne s'en occupera pas, il faut que vous continuiez à être là. Premièrement. Deuxièmement, si la situation dégénère, on va organiser un charter, on va emmener tout ce petit monde au Soudan et on sera tranquille. D'ailleurs, les autorités soudanaises étaient déjà sur place et fichaient les gens sur la place, c'était bien pratique. Fin décembre 2005, le HCR s'inquiète de la situation sanitaire sur la place et en fait part aux autorités égyptiennes et rajoute, de façon assez étonnante, qu'il craint pour la détérioration de l'image du HCR et de l'Égypte. Elle demande aux autorités égyptiennes de faire tout leur possible pour mettre fin au sit-in. Le blanc-seing est donné, même s'ils ont ajouté de manière pacifique. On connaît les habitudes de la police. L'assaut est donné dans la nuit du 29 au 30. D'abord, les gens sont aspergés d'eau et de gaz lacrymo, et puis l'assaut est donné en une demi-heure. La place est complètement débarrassée. Le bilan est terrible, 30 morts, plusieurs disparus, 12 enfants décédés qui ont été étouffés et piétinés par les forces de l'ordre, 700 blessés, et tous les autres ont été emmenés dans des bus le temps de savoir qui ils étaient. Au final, seulement 400 personnes restent en prison parce qu'ils sont illégaux. Donc on est bien loin. On avait 6000 personnes sur la place. On est bien loin de ce qu'avait dit le HCR. Ce sont des réfugiés économiques, ce sont des dossiers clos. 400 personnes seulement sont effectivement des personnes en illégalité en Égypte. Les structures des ONG de plaidoyer pour les réfugiés voudraient qu'on les reconnaisse tous en vertu du risque de persécution qu'ils encourent si on les ramène chez eux. C'est ce qu'on appelle la reconnaissance sur place. Ça ne plaît pas beaucoup aux autorités égyptiennes qui décident donc quelque chose de bâtard, pas de reconnaissance, mais ils ne les réexpédient pas au Soudan, donc ils les relâchent. Cet épisode est un événement extrêmement important dans les histoires des relations des réfugiés à la fois avec leur pays d'accueil et avec le HCR. Quand j'étais là-bas, en 2012, beaucoup de réfugiés soudanais m'ont parlé, ils m'ont dit qu'ils étaient sur cette place et m'ont parlé du traumatisme qu'ils y avaient vécu. J'ai aussi tenté d'interroger du personnel du HCR sur cet événement. Le peu de personnes qui travaillaient à cette époque-là n'a pas voulu témoigner.
Le traumatisme est vraiment très très profond aussi parmi le personnel du HCR. Pour tourner la page, le HCR ferme ses locaux au Caire et va rouvrir de nouveaux locaux à 30 km en banlieue du Caire, dans la ville nouvelle du 6 octobre, qui est très excentrée et qui est difficile donc d'accès pour les demandeurs d'asile. Alors, voilà, il se retrouve donc coincé en Égypte. Et il va falloir savoir que faire de sa vie. Surtout que l'Égypte, pour beaucoup d'entre eux, et on a vu pourquoi, parce qu'ils espéraient être réinstallés ailleurs, l'Égypte, ce n'est pas une fin en soi. L'Égypte, c'est un pays de transit pour beaucoup d'entre eux. C'est juste une porte pour arriver vers un ailleurs, qui est forcément meilleur. Maintenant, ils se retrouvent coincés dans cet endroit-là. Et donc, il faut essayer de s'intégrer. Et donc, c'est difficile. Ce qui caractérise les réfugiés en Égypte, ce sont des réfugiés urbains, alors que d'habitude, on pense toujours aux réfugiés dans des camps de réfugiés avec des jolies tentes blanches estampillées UNHCR. Il faut donc qu'ils se débrouillent tout seuls pour trouver leur logement. C'est cher, c'est insalubre, et donc ils se regroupent souvent à plusieurs pour pouvoir louer moins cher un logement. Évidemment, ça provoque des problèmes de promiscuité importants, et les femmes et les enfants sont particulièrement à risque. Ça a pris de telles proportions que les ONG ont dû ouvrir des services spéciaux pour les violences sexuelles. Ils doivent scolariser leurs enfants. On a vu que les ONG pouvaient éventuellement prendre en charge la scolarité, mais ça, ce n'est que sur un endroit, alors qu'eux, ils sont partout. Et quand ils sont dans des endroits éloignés, il faut bien qu'ils scolarisent leurs enfants, forcément dans des établissements privés qui coûtent de l'argent. La communauté internationale donne une enveloppe qu'il faut qu'ils complètent. Ils ne peuvent pas s'employer officiellement, puisqu'ils n'ont pas le droit de travailler. Mais bon, de toute façon, même les Égyptiens travaillent de façon informelle. On trouve à s'employer en Égypte. Et ils trouvent donc, et surtout les femmes, trouvent des emplois, notamment de domestiques. Évidemment, avec de tels emplois, la protection, elle est inexistante. Et il est très difficile d'aller voir la police en disant « mon patron ne m'a pas payé mon mois ». Elles sont à risque d'être exploitées, esclavagisées, battues, violées et même tuées. Il y a des cas de personnes qui sont tuées, punies jusqu'à la mort. Ali disait tout à l'heure quelque chose d'intéressant, que c'était très chic d'avoir souvent dans sa maison quelqu'un qui avait une livrée et un noir qui venait servir comme ça. En Égypte, on a un petit peu le même phénomène. C'est très chic d'avoir notamment un Sud-Soudanais. Ces Sud-Soudanais sont les Dinkas qui font presque 2 mètres de haut. Les femmes sont absolument immenses et ont beaucoup de prestance, et elles sont employées dans des familles, notamment je me souviens de la fille de Adel Imam, qui est un acteur très célèbre en Égypte, qui emploie une de ces dames. Elles sont bien payées. Elles sont payées 2 à 3 fois plus cher que des domestiques et des femmes de ménage égyptiennes, et leur rôle n'est que s'occuper des enfants. En plus, parfois, elles parlent anglais, donc on aime bien. Ça fait aussi assez chic. Donc voilà, ce n'est pas que noir la situation pour les réfugiés, on trouve parfois des emplois où on arrive à peu près à s'en sortir. Les hommes trouvent moins s'employer, mais bon, ils peuvent trouver des emplois de journaliers dans le bâtiment ou bien dans les usines. À côté, donc, les emplois informels, mais il y a aussi le travail illégal. On a parlé tout à l'heure de la prostitution, oui, c'est quelque chose de très important. Le sexe pour survivre, c'est une façon de pouvoir survivre. C'est jamais de gaieté de cœur. Et le profil qu'il donnait tout à l'heure est tout à fait exact. C'est un profil qu'on retrouve de mères de famille qui sont donc tenues de se prostituer, avec le stigmate que ça peut provoquer et les problèmes psychologiques que ça peut provoquer aussi pour les hommes, qui trouvent insupportable ce genre de situation, mais qui savent très bien qu'ils n'ont pas d'autre solution pour faire manger les enfants. Donc il y a un vrai problème à ce niveau-là. La délinquance, on a aussi de la délinquance de petits jeunes de caïds, souvent qui sont arrivés très jeunes en Égypte. Alors c'était un phénomène qui s'est développé chez les Sud-Soudanais beaucoup, qui sont organisés en gang, avec même des bagarres à l'arme blanche, parfois des morts, et qui réduisent en prostitution leurs propres concitoyennes. Alors, évidemment, le racisme, c'est bien, parce qu'Ali en a beaucoup parlé. On a la même chose chez nous, c'est-à-dire le côté arabe contre les Africains noirs, ça existe très fort en Égypte. Maintenant, l'Égypte, c'est un pays qui discrimine beaucoup tout le monde. Donc, on discrimine les femmes, ça on en a beaucoup parlé, on discrimine les minorités religieuses, mais en fait, la plus grosse des discriminations, ça c'est quelque chose, je vous parle de quelque chose de vécu, la plus grosse discrimination qu'on vit en Égypte, c'est une discrimination basée sur le pouvoir et l'argent. Si on n'a pas de pouvoir et pas d'argent, on est moins que rien, on est vraiment tout en bas, tout en bas. Donc les réfugiés cumulent.
ils sont pauvres, ils sont noirs, ils n'ont pas de pouvoir, ils ont pas souvent ce sont des femmes, ils n'ont pas la même religion et pas la même nationalité, pas la même langue. Donc ils cumulent énormément de choses qui fait qu'ils vivent effectivement des situations de racisme en Égypte. Et donc il y a des amalgames très souvent. Alors un cas concret pour illustrer ça, c'est la manifestation des Éthiopiens en juin 2013. Donc c'était vraiment le dernier mois où j'étais encore au HCR. À cette époque-là, et là ça va nous permettre de voir comment les décisions internationales ont des implications sur des populations réfugiées. L'Éthiopie décide à ce moment-là de réaliser un barrage sur le Nil, un barrage hydroélectrique très important sur le Nil. L'Égypte a toujours dit que la moindre personne qui toucherait au Nil, on le bombarderait. Sauf qu'en juin 2013, l'Égypte, qui est donc maintenant gouvernée par les frères musulmans, n'a plus du tout les mêmes capacités d'action que quand elle avait annoncé cela. Et donc, l'état-major se rassemble et se demande qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Évidemment, la propagande d'État prend le relais, on a des articles, et puis les Éthiopiens, c'est devenu le grand mal absolu, etc. Et par amalgame, des Égyptiens s'en prennent aux Éthiopiens qui se font lyncher. Alors, Éthiopiens ou Somaliens, enfin tous les gens qui ressemblent un peu à des gens originaires de la Corne de l'Afrique, qui se font lyncher parce qu'ils ne devraient pas être là, puis parce que voilà. Alors, en juin 2013, un interprète, c'était un collègue avec qui je travaillais beaucoup, se fait passer à tabac en Égypte par des Égyptiens qui l'accusent de faire partie de ce peuple qui nous vole notre eau. Il s'en sort de justesse, il est profondément traumatisé, blessé et profondément traumatisé, et surtout cela traumatise toute la communauté éthiopienne qui le connaissait bien et dans laquelle il était particulièrement apprécié. À la suite de ça, ils décident de quitter leurs appartements et de venir avec famille et bagages s'installer donc en face des locaux du HCR. Ils décident de s'y installer parce qu'ils disent, voilà, nous avons besoin de protection. Bon, ils veulent aussi être réinstallés. Les autres pancartes disent, ici, nous sommes des victimes du gouvernement éthiopien. C'est quand même assez hallucinant. Ce sont des Éthiopiens qui sont partis parce qu'ils étaient persécutés par le gouvernement, qui se retrouvent et qui sont associés au gouvernement. Ici, on a une autre pancarte. Nous sommes Oromo, pas Éthiopiens. Il ne faut pas mélanger tout le monde. Et puis ici, évidemment, le drapeau égyptien pour montrer qu'ils sont du côté du peuple égyptien. Alors, cette manifestation-là va durer à peu près jusqu'en juillet 2013, et puis après, bon, l'Égypte a d'autres chats à fouetter, donc ça tombe un petit peu dans l'oubli. Maintenant, on va se mettre un petit peu du point de vue du côté des Égyptiens et voir comment ils voient toutes ces situations. Alors, pour les moins nantis, ils ne comprennent pas très bien. Il y a beaucoup d'incompréhension. On a des gens, ils ont des réfugiés, ils les accusent, ils disent les réfugiés, ils reçoivent de l'argent, et nous, on n'a rien. C'est vrai que, alors, entre 18 et 63 ans, les réfugiés célibataires n'ont droit à strictement rien, même s'ils en ont besoin et qu'ils ne peuvent pas travailler, mais les autres, les familles, peuvent recevoir jusqu'au maximum 85 € par mois. La moitié de la population égyptienne vit avec moins d'1,50 € par jour. Donc, c'est injuste, c'est compréhensible. Et puis les réfugiés, eux, ils ont des écoles rien que pour eux, alors que nous, il faut qu'on aille à l'école délabrée, le système, l'éducation nationale étant complètement, effectivement, sinistré, un peu comme l'hôpital. Ils hésitent souvent à aller à l'hôpital parce qu'ils ont peur de ne pas en ressortir, alors que les réfugiés, eux, ils ont leurs propres hôpitaux. Donc c'est vraiment pas normal. Bon, alors là, il faut comprendre quelque chose. Parce qu'on entend un petit peu la même chose qu'on entend ici en France. On devrait mieux de s'occuper de nos sans-abri plutôt que d'aller s'occuper des réfugiés. Mais il y a quand même une différence qui est colossale en Égypte. C'est que les Égyptiens, qui est responsable des Égyptiens? C'est l'Égypte. Qui est responsable des réfugiés et des demandeurs d'asile? C'est la communauté internationale. Ce n'est pas l'Égypte. Donc on a aussi ce problème de gens qui vont aussi vouloir se retourner quelque part contre leur pays, qui ne subvient pas et qui n'a rien à voir avec un État-providence. Maintenant, comme en France, on a des gens aussi qui sont extrêmement engagés aux côtés des populations réfugiées, qui vont même jusqu'à les héberger. En Égypte, on a aussi des gens qui sont engagés pour venir en aide aux réfugiés. Je travaille actuellement encore avec une ONG égyptienne qui travaille sur des micro-projets avec des femmes égyptiennes, des femmes réfugiées, pardon. Et puis, il y a beaucoup d'ONG avec des gens qui sont extrêmement investis. Ce sont des Égyptiens qui occupent ces emplois dans les ONG. Et puis, à côté de ça, on a aussi des particuliers. Alors, j'ai encore une petite anecdote qui est très personnelle par rapport à l'aide des particuliers. C'était à l'époque, justement, de cette manifestation des Oromo. Une de mes amies, c'était juste avant Ramadan, elle dit, avec un groupe d'amis, on va faire une bonne action avant le Ramadan. Et elle a décidé à ce moment-là de payer des repas chauds à tous les réfugiés qui étaient sur la place.
Je lui avais expliqué le problème de l'amalgame et comment il y avait eu des lynchages, et elle avait trouvé ça absolument révoltant, et elle voulait faire quelque chose. Elle a dit, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et on est allé acheter donc, au supermarché chez un traiteur 600 repas chauds qu'on a distribués aux réfugiés en leur disant, c'est les Égyptiens qui vous offrent. Donc c'était important aussi de voir qu'il y avait des gens dans le même temps qui ne les rejetaient pas et qui étaient même prêts à les aider. Alors, les Syriens ont fait une partie rien que pour eux, parce que c'est quand même un cas particulier en Égypte, d'autant plus qu'ils sont arrivés récemment et ils sont extrêmement nombreux. Ils sont arrivés en 2012, dans la première moitié de l'année 2012, et ils ont été accueillis comme des frères. Alors, c'était les frères de la Révolution qui tournaient mal. Donc, on avait vraiment pitié d'eux. On les a très, très bien accueillis. Ils rentraient sans visa, ils pouvaient aller à l'école, ils pouvaient travailler. Mais déjà avant le coup d'État du 3 juillet 2013, on a commencé à avoir des sons de cloche un petit peu différents, notamment dans la population. Il y avait beaucoup de manifestations à cette époque-là. Tout le monde manifestait pour tout. Et les ouvriers n'étaient pas contents parce qu'ils demandaient des salaires plus élevés et n'étaient pas du tout contents parce que les Syriens, eux, acceptaient de travailler pour 3 fois rien. Et en plus, ils travaillaient bien. Les femmes égyptiennes, elles n'étaient pas contentes, les jeunes filles célibataires, parce que les Égyptiens commençaient à se marier avec des Syriennes qui demandaient des dots très très faibles. Et en plus, elles cuisinaient bien. Donc, c'était vraiment pas possible. Et là, il y a eu un début de sentiment de jalousie, en fait, entre des populations qui se ressemblent beaucoup, finalement. Mais alors, tout a dégénéré en début juillet 2013 avec le coup d'État. Quelques jours après, ils ont attrapé, les autorités disent avoir attrapé un Syrien qui aurait dit avoir été payé par les frères musulmans pour tirer sur les Égyptiens. Par la même occasion, ils ont trouvé un Palestinien, on ne sait pas ce qu'il faisait par là, mais il devait faire à peu près la même chose. À partir de ce jour-là, on a suspendu les visas pour tous les Syriens. Un avion, donc c'était le 8 juillet, un avion qui a atterri sur le tarmac du Caire en provenance de Syrie a dû faire demi-tour avec tous ses passagers. Plus aucun Syrien donc, ne pouvait rentrer légalement en Égypte. Suite à ça, il y a eu plusieurs rafles et plus d'un millier de Syriens se sont retrouvés emprisonnés. Donc Amnesty International a alerté et les Syriens ont commencé à prendre peur. Ils se sont beaucoup installés au 6 octobre, et je sais qu'au 6 octobre, pas loin de chez nous, il y avait un médecin qui était installé, un docteur qui vivait très très bien en Syrie, qui était venu. Alors ceux qui viennent au départ, ils sont venus en avion, donc c'est des gens qui avaient les moyens. Il est venu s'installer avec sa famille, et entre la persécution dont il commençait à être victime et puis le problème d'un docteur qui ne peut pas travailler en Égypte parce que de toute façon il n'a pas les problèmes de l'équivalence des diplômes, un beau jour il est parti. Alors j'ai demandé, mais il est parti où le docteur qui habitait à côté? Il est parti en Libye. Or, à cette époque, personne n'allait s'installer en Libye. Si on part en Libye, c'est qu'on prend le bateau, forcément. Donc voilà le genre de population aussi qu'on trouve en partance pour l'Europe. Les choses se sont un petit peu calmées par la suite, et les Syriens s'intègrent de mieux en mieux dans la société égyptienne. Et ça, c'est aussi surprenant. Alors, il y a quand même eu le précédent irakien, mais ils étaient moins nombreux quand même à cette époque-là. Donc, comme je vous y disais, ils sont beaucoup dans la ville nouvelle du 6 octobre, qui est à 30 km du Caire, qui est la ville où j'ai habité pendant 6 ans. Et maintenant, il n'y a pas un été où je rentre dans cette ville sans que j'aille faire un tour à la Petite Syrie. La Petite Syrie, c'est là. C'est le centre-ville du 6 octobre qui n'avait absolument aucune âme, parce qu'une ville nouvelle, ça n'a pas d'âme. Enfin, ils n'ont jamais pensé à en faire une pour cette petite ville qui était affreuse. Et là, les Syriens ont acheté tous les commerces des deux côtés de la rue. Ils ont ouvert des commerces, ils ont transformé cette rue piétonne avec toutes ces banquettes et ces tables. On y mange délicieusement bien. C'est un endroit extrêmement agréable par les chaudes soirées d'été. Et les Égyptiens adorent y aller, adorent s'y rendre. Donc c'est vraiment quelque chose qui est devenu quelque chose de vivant. Et les Égyptiens maintenant se rendent compte de l'apport des Palestiniens, des Syriens en Égypte. Je vous disais tout à l'heure que les Syriens qui sont venus sont des Syriens qui avaient les moyens. Souvent, ils avaient des usines même en Syrie. Ils sont venus en Égypte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réouvert les usines. Ils employaient certes des réfugiés, mais aussi des Égyptiens. Et puis, ils ont introduit des critères qualité qu'on n'avait plus en Égypte. Les Égyptiens se plaignaient beaucoup de la qualité de plus en plus mauvaise des produits égyptiens. Et là, les Syriens viennent et nous font des choses magnifiques, très bien faites, très bonnes. Et les Syriens et les Égyptiens se disent, finalement, ils vont nous apporter des choses bien. On va faire un upgrade général du pays grâce aux Syriens. Alors, le cas des Syriens, c'est quand même un cas très particulier. Et malheureusement, pour beaucoup, il n'y a pas d'autre solution que de quitter de nouveau l'Égypte. La voie royale, c'est la réinstallation. On l'a vu tout à l'heure,
Beaucoup de Soudanais avaient été réinstallés, puis épuisement total de la réinstallation, surtout par manque d'effectifs, pas que par politique. Et là, depuis quelques années, ça repart à la hausse. En 2016, ils étaient 4000 réfugiés à être réinstallés. Alors, les principaux pays qui acceptent de pays d'accueil, c'est les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Scandinavie. Les autres pays, notamment européens, ont d'autres façons d'accueillir, évidemment, les migrants. Donc, plus de la moitié sont des Syriens. Plus de 1000 sont soudanais et le reste, c'est le reste donc des populations réfugiées qui ont des problèmes de protection en Égypte. Quand on ne peut pas être réinstallé, il y a une autre façon de faire, c'est de repartir chez soi, quand on peut. Quand on peut. La plupart des réfugiés en Égypte ne peuvent pas. En 2007-2008, il y a eu beaucoup de retours de Sud-Soudanais vers le Sud-Soudan. Le pays était promis donc à la paix, il fallait le reconstruire. Quelques milliers sont partis à ce moment-là. En 2011, quand le Sud-Soudan est devenu indépendant, le consulat du Sud-Soudan est venu au HCR demander au HCR de l'aider à faire revenir les populations sud-soudanaises en Égypte. Pourquoi ? Parce que ces gens-là, c'était beaucoup des docteurs, c'était des instituteurs, c'était des prêcheurs, c'est des gens qui étaient lettrés et qui avaient donc les capacités intellectuelles de remettre le pays en état, de construire le pays. Donc, ils avaient besoin d'eux. Et à ce moment-là, donc 2011, 2012... Encore en 2013, beaucoup de Sud-Soudanais sont repartis au Sud-Soudan. Or, je ne sais pas si vous savez, mais actuellement, le Sud-Soudan est en proie à une terrible guerre civile qui a commencé à éclater dès 2012. Donc, il y avait encore des mouvements de gens qui rentraient, alors que le pays était déjà en proie aux guerres civiles entre les deux ennemis principaux, Dinka et Nuer. Donc, nos réfugiés sud-soudanais qui étaient au Soudan sont revenus vers l'Égypte, où là, on avait du personnel, et ils ont été reconnus en masse. Et ils sont toujours coincés en Égypte. Aujourd'hui, il n'y a plus de retour. 2016, 8 personnes ont eu des aides pour être rapatriées, c'est-à-dire 0. Troisième possibilité, qui est la pire, la plus difficile, c'est un nouvel exil illégal. Alors, à partir de la suspension du statut de réfugié pour les Soudanais, on a eu un certain nombre de Soudanais qui, coincés en Égypte, surtout des Sud-Soudanais, ont décidé de partir vers Israël. Alors, il faut savoir que parmi les Soudanais, on a eu cet accord de paix entre le Nord et le Sud, donc la suspension pour tous les Soudanais, et que parmi tous les Soudanais, on avait des gens du Darfour, dont les conflits ont éclaté en 2003 et qui n'avaient rien à voir avec le Sud. Pareil pour les opposants politiques, homosexuels, convertis, femmes maltraitées de Khartoum. Rien à voir avec le Sud, pourtant, pour eux aussi, suspension de procédure. Donc un vrai sentiment d'injustice, d'où cet exil éventuellement vers Israël. Donc ils ont réussi à passer la frontière, et après eux sont venus aussi pas mal d'Érythréens. Le problème, c'est qu'en Israël, 99,9% des demandes d'asile sont rejetées. Certains partis n'hésitent pas à qualifier les réfugiés, enfin les migrants, de cancer pour la société israélienne, et il faut absolument qu'ils repartent chez eux. Alors ils sont souvent parqués dans des camps, plus ou moins fermés, et ils essayent aussi de trouver des accords avec d'autres États. Alors, par exemple, l'Érythrée, on ne peut pas ramener en Érythrée les gens, mais avec l'Ouganda, par exemple, il y a eu des accords pour que l'Ouganda récupère un certain nombre de réfugiés. Alors, le problème, c'est qu'avant d'arriver en Israël, il faut franchir la frontière, et les autorités égyptiennes mettent un zèle particulier à protéger la frontière israélienne. Il y a plusieurs dizaines de réfugiés qui se sont fait descendre complètement en essayant de passer en Israël. Et puis, on a le problème, alors voilà, avant d'arriver en Israël, il y a la traversée du Sinaï, donc ça c'est un passage extrêmement délicat. À partir de 2010, je crois, on a commencé à retrouver des cadavres dans le Sinaï de personnes qui présentaient des traces de mutilation qui ne laissaient nul doute à ce qu'ils avaient subi. C'est des gens qui s'étaient vus prélever leurs organes. Alors c'était beaucoup des Soudanais. S'il y a un commerce d'organes qui se fait dans le Sinaï, c'est qu'il y a des complicités au Caire, parce que ça demande un travail minutieux avec des unités médicales mobiles. C'est quelque chose de compliqué, la transfusion d'organes. Donc il y a pas mal de cadavres comme ça qui ont été trouvés dans le Sinaï, mais ce n'est pas le seul trafic qu'il y avait dans le Sinaï. Il y en a un autre qui prend racine dès l'Érythrée. Alors maintenant, il y a des preuves, apparemment même l'ONU a des preuves, que ça remonte jusqu'au pouvoir politique en Érythrée et ça s'étend jusqu'à la communauté réfugiée érythréenne, jusqu'en Suède par exemple. Alors, les passeurs sortent les gens d'Érythrée, les vendent à la tribu Rachidi au Soudan,
qui les emmène jusqu'aux côtes égyptiennes du Sinaï. Elles sont vendues à des bédouins du Sinaï qui les emmènent au nord. Là, elles sont enfermées dans des conditions sanitaires exécrables, elles sont enchaînées, tous sont enchaînés, et vont rester là des semaines, voire des mois. Ils sont torturés, violés, battus, électrocutés. Ils sont torturés surtout au téléphone, on leur verse du plastique fondu sur le dos, sur les membres, et ils appellent leur famille pour avoir de l'argent. Au départ, en 2012, le prix de la vie, c'était 3 000 à 4 000 $. En 2013, c'était 30 000 à 40 000 $ par personne. Évidemment, c'est très difficile de payer. En avril 2012, 300 de ces forcenés ont réussi à s'échapper d'une des geôles. 24 a été récupéré par une ONG italienne. On ne sait pas ce qui est devenu des autres. L'ONG italienne les a ramenés au Caire, où nous les avons enregistrés au HCR. C'était donc le premier groupe de torturés du Sinaï qu'on récupérait au Caire, et j'étais en charge de donc leur trouver des places donc dans un emploi du temps d'urgence qui a été mis en place rien que pour eux, avec un officier rien que pour eux, parce que ça devait aller très vite. Ils étaient faibles physiquement, traumatisés psychologiquement, donc avec des syndromes post-traumatiques, vous pouvez imaginer, des maladies sexuelles. Et ils étaient en plus persécutés par leurs anciens bourreaux qui avaient toujours leur numéro de téléphone et qui venaient au Caire et qui les harcelaient par téléphone. Donc des problèmes de protection énormes au Caire. Ça a été un moment les plus difficiles pour moi aussi, parce que c'était à ce moment-là que j'ai découvert les témoignages écrits faits par l'ONG italienne qui décrivaient les sévices qui leur avaient été causés. Et c'est quelque chose que je découvrais qui était complètement nouveau pour moi. On en parle depuis, et ça a été assez violent. Par la suite, il y a plusieurs centaines de gens en provenance du Sinaï et ayant vécu la même expérience qui sont arrivés au Caire. Malheureusement, il n'y avait plus de place dans les emplois du temps pour les interroger. Ils ont été basculés dans les emplois du temps normaux, et je vous ai dit tout à l'heure que ça mettait 2 ans, 3 ans avant qu'ils soient interrogés. Vous imaginez le traumatisme de ces gens qui ont vécu l'horreur sur Terre, l'enfer sur Terre, et qui doivent être coincés au Caire, sans savoir si on va les reconnaître, à la limite. Bon, normalement, on les a reconnus, on est assez indulgent sur leurs déclarations. Et ensuite, il va falloir, ils espèrent être réinstallés. Mais là, pendant 3 ans, ils sont coincés. Donc, qu'est-ce qu'ils font au Caire ? Je suis persuadée que parmi ces gens-là, certains ont réussi par les filières à quitter l'Égypte pour essayer de trouver d'autres voies et partir donc vers la Libye. Pendant ce temps-là, au nord du Sinaï, nos camps disparaissent peu à peu grâce, et c'était la seule chose de positif, à l'arrivée de l'État islamique, qui s'est posé sur le même truc. Pas de place pour 2 mafias au même endroit. Et puis surtout, l'armée égyptienne s'est mise à s'intéresser tout d'un coup au nord Sinaï et à bombarder massivement. Donc ça s'est tari. L'exploitation de ce trafic humain s'est tarie sur le Sinaï. Par contre, il a recommencé de plus belle en Libye, complètement désorganisé. Et maintenant, les camps de torture qu'on avait donc chez les Bédouins du Sinaï, on le retrouve en Libye. On en retrouve aussi en Tunisie et au Maroc. Donc nos migrants qui viennent d'Égypte vont donc rejoindre, à partir du Caire, vont rejoindre la Libye, et aussi tous les migrants du Sud, donc l'Érythrée maintenant, ou du Soudan, vont emprunter la route libyenne pour arriver directement en Libye, plutôt que d'essayer de tomber dans une espèce de voie sans issue au Caire. Donc on retrouve ces gens, et on sait ce qui leur arrive. Ali en a parlé tout à l'heure, et je vous en ai parlé aussi, ce qui leur arrive en Libye. Or, ce sont ces gens-là qui prennent le bateau. Ce sont ces gens-là qui sont interceptés par des gardes-côtes libyens que l'Europe se donne une fierté d'aider financièrement et d'assister dans leur mission de maintenir ces embarcations sur la rive sud de la Méditerranée. Ce qui est absolument dramatique. Enfin, moi, je ne sais pas, ça me met absolument hors de moi de penser qu'on est en train de condamner des gens et à les remettre dans des prisons où ils vont être torturés de la sorte. Il vaut mieux encore qu'ils meurent en Méditerranée, presque. C'est tellement épouvantable. Alors, on ne va pas finir sur des histoires aussi dramatiques. Je vais finir par des petits sourires. Ça, c'est les gens avec qui j'ai travaillé. Ce sont des interprètes somaliens, éthiopiens, érythréens, soudanais du Darfour, qui ont tous été réinstallés à l'étranger, qui ont refait leur vie à l'étranger, qui vivent bien maintenant. Et je voulais faire une ouverture vers la nouvelle identité culturelle qui se crée dans les populations de réfugiés. Donc c'est des gens qui quittent leur pays avec une histoire extrêmement lourde, qui vivent le chemin de l'exil en lui-même est extrêmement difficile, semé d'embûches, et donc ils partagent une histoire commune. Les femmes qui sont parties de leur pays ont été soit violées dans leur pays d'origine, soit sur la route. Rares sont celles qui n'ont jamais été violées.
Dans leur pays, ça aurait représenté un stigmate épouvantable pour elles et elles auraient été marginalisées dans leur société. En tant que réfugiées, elles se marient, elles fondent des familles, elles ont des enfants. Donc on voit qu'on arrive à passer au-delà de certaines choses de la culture traditionnelle. Je vous parlais tout à l'heure du travail des Syriens et des femmes qui arrivaient à s'intégrer. Elles arrivent donc, ce sont elles pour la première fois qui sont celles qui ramènent l'argent dans leur foyer, alors qu'avant c'était les hommes. Parmi elles, il y a des entrepreneuses, des femmes qui se lancent à leur compte, qui emploient d'autres personnes et qui gagnent même très bien leur vie, qui vivent très très bien. Elles n'ont pas besoin des principes de l'Europe, des États-Unis, occidentaux, pour s'émanciper. Elles le font très bien toutes seules, par leurs propres moyens. Et ça, c'est dans les communautés réfugiées qui s'installent donc en Égypte et ailleurs. On a beaucoup de femmes qui ont vraiment power, qui ont beaucoup de puissance, beaucoup de ressources. Et donc, les communautés changent. Donc, quand on reçoit des réfugiés, on ne reçoit pas des gens des pays, on reçoit des gens qui ont déjà une histoire, une autre histoire différente qu'ils se sont façonnés sur les routes de l'exil. Je vous remercie. Bien, merci infiniment, c'était vraiment passionnant et relativement pas très connu, donc je pense que peut-être certains d'entre vous auront peut-être envie de poser des questions, bien que ce soit tellement clair et tellement précis. C'est vrai. Ouais, franchement. Je ne suis pas rompue à ce genre d'exercice, donc... Eh bien, non, mais c'est tout à fait réussi. J'aurais tendance à dire qu'au fond, que ce soit dans l'exposé de Ali, qui portait tout à fait sur d'autres choses, et sur le vôtre, il y a quand même, les uns et les autres, vous n'êtes pas du tout concertés, mais ce qui ressort un peu, c'est qu'au fond, cette dimension de migration apporte quelque chose de positif à la société dans laquelle il débarque d'une certaine manière, et que ça, c'est quand même, c'est vraiment quelque chose je trouve que ça devrait nous inspirer et nous faire réfléchir. Évidemment, ce dont vous avez parlé, c'est un degré, disons, de tragédie, d'une certaine manière, qu'à la limite, on voit que ça, mais je pense qu'il n'y a pas que ça, et vous l'avez bien expliqué et montré. Merci infiniment. Qui veut poser des questions? Éventuellement, vous êtes peut-être un peu accablé par cette histoire qui se termine bien quand même, malgré tout, pour certaines. Quelle est la position de l'Union européenne? Quelle est la position de l'Union européenne à l'heure actuelle face à ça, on se demande, parce qu'ils le savent. Ils le savent. L'ancien ministre des Affaires étrangères en Libye, du gouvernement de Tobrouk, était l'ancien commissaire du haut commissaire pour les réfugiés donc en Égypte. Je l'ai côtoyé, il parle parfaitement anglais, il parle parfaitement français. Donc il est parfaitement au fait à la fois de ce qui se passe en Égypte et aussi de ce qui se passe en Libye. Et il vient intervenir d'ailleurs fréquemment dans les médias francophones. Donc la situation, elle est connue, archi connue. Qu'est-ce qu'on fait? Madame, merci. Vous m'avez coupé le souffle, c'est admirable. Et je voulais vous demander, est-ce que vous travaillez certainement avec des collègues, des personnalités comme vous, engagées, des Britanniques, des Américains? Est-ce que vous avez accès aux médias en Europe, aux États-Unis? Parce que ce que vous dites mérite d'être mis devant les yeux des populations qui vont voter demain pour l'extrême droite et certaines droites. Ça me touche beaucoup ce que vous dites parce qu'en fait, j'ai quitté l'Égypte par manque d'opportunité moi-même. Je suis aussi une migrante finalement, ou une réimmigrée en France. On est tous des migrants quelque part. Et je suis arrivée, c'est mon mari qui a trouvé du travail et moi je l'ai suivi. Et en France, je n'ai pas retrouvé de travail. J'aurais bien voulu travailler aussi dans le même domaine.
Donc j'ai dû aussi me refaire toute seule. Donc maintenant je suis entrepreneuse, j'essaye de maintenir le lien avec l'Égypte, j'essaye de maintenir le lien avec les réfugiés en essayant de faire des projets, en les faisant participer dans ces projets-là, mais je n'ai plus du tout de contact, enfin plus du tout de contact, j'ai des contacts avec mes anciens collègues, mais je ne fais plus du travail de recherche du tout. J'étais très heureuse de venir parce qu'effectivement j'ai un besoin aussi, moi, d'exprimer sur cette expérience que j'ai vécue. J'ai travaillé beaucoup sur la suspension du statut de réfugié pour les Soudanais et sur les conséquences que ça a eu. Et c'est quelque chose qui est tombé dans l'oubli complet. Donc je suis très heureuse de venir aujourd'hui pour partager un petit peu ce sur quoi j'ai travaillé et mon expérience au sein du HCR. Maintenant, si vous connaissez des gens qui sont intéressés pour me faire intervenir, je viens. Non, vos propos méritent d'être connus par des médias. Alors j'ai un petit peu écrit pour Orient 21 sur ce sujet notamment. Orient 21, oui, mais Mediapart par exemple. Oui. Mediapart ne vous a pas... Non, je leur ai demandé, mais ils n'étaient pas intéressés. Ah bon ? Ouais, non, je ne sais plus, j'ai proposé un article. J'avais proposé un article sur... Alors c'était plus sur ce qui se passait en interne en Éthiopie, sur la... Mais vous pouvez lire des textes de Séverine Elnos sur Orient 21. Vous pouvez le faire. Merci, bonjour. J'avais deux questions. La première, c'était sur le lien entre la diaspora soudanaise en Égypte, qui est légalement installée et intégrée en quelque sorte, et avec les réfugiés soudanais. Bon, c'est peut-être pas les mêmes populations, mais je me demandais quelles étaient un peu les interactions. Est-ce qu'il y avait une forme de solidarité ou au contraire de défiance entre les deux types de populations, bien qu'elles soient toutes les deux soudanaises? Bon, après, il y a des questions d'ethnie, etc. Après, ma deuxième question, c'était sous l'angle répressif, parce qu'il y a aussi des centres, des lieux de rétention, on va dire, pour des migrants en Égypte, et c'est un sujet qui est traité par Global Detention Project un petit peu, mais je n'en ai pas trop entendu parler en général par d'autres organismes, et je veux savoir si vous avez un peu d'informations sur ces questions-là, sur l'enfermement des migrants en Égypte. Merci. Alors, pour la première question, les liens entre les Soudanais de la diaspora et les réfugiés, oui, c'est complètement imperméable. Là, j'étais sur un projet, puis j'ai demandé, j'aurais voulu ramener des produits du Soudan en France, donc importer des produits soudanais. Donc, je veux passer par les réfugiés pour qu'elles puissent participer dans ce travail d'exportation. Et donc là, ils sont capables effectivement de trouver des produits sur place en Égypte qui sont importés par des gens qui ont toujours donc des relations dans leur pays d'origine. Donc oui, il y a des rapports encore et même entre les différentes ethnies. Quand je parlais de la place Mustapha Mahmoud tout à l'heure, avec ces 6000 Soudanais, il faut savoir que parmi eux, il y avait toutes les nationalités, enfin toutes les ethnies, donc du sud, de Khartoum, du Darfour, qu'il y avait des Arabes, qu'il y avait des Africains, qu'il y avait des musulmans, qu'il y avait des chrétiens, des hommes, des femmes, et ils se sont trouvés dans une espèce d'osmose, et c'est pour ça qu'ils se sentaient forts et qu'ils ne voulaient pas lâcher, hein, c'est ce qu'on a trouvé après sur Tahrir aussi, et ça se passait très bien, ils ont réussi à bien s'entendre. Alors ce n'est pas toujours le cas. Les Éthiopiens, entre les Éthiopiens et entre les Amhariques et les Oromos, parfois il y a des tensions. Entre les Érythréens et les Éthiopiens, c'est un peu compliqué puisque les gouvernements de l'un et de l'autre entretiennent la rébellion dans les pays respectifs. Donc c'est un petit peu difficile. Les Tchadiens peuvent avoir très très peur des Tchadiens qui sont sur place et qui peuvent être au service de l'État. On sait que les services secrets des États d'Afrique sont aussi en Égypte. Les Érythréens ont très peur de ça aussi, hein, parce qu'on les regarde beaucoup et parfois ils se font attraper, donc ils sont très très inquiets. Concernant les centres de rétention, je n'ai pas énormément d'informations. J'étais passée dessus effectivement quand il y avait eu l'arrestation massive des Syriens à l'été 2013. Et je sais que, par exemple, sur Assouan, alors mon interprète ici, c'est lui qui d'ailleurs s'est fait lyncher à Maradi en Égypte. Lui a été enfermé dès qu'il a passé la frontière du côté d'Assouan. Donc dans un centre de rétention de réfugiés, et il a profité de la révolution égyptienne pour pouvoir, parce que toutes les prisons étaient ouvertes à ce moment-là, y compris les centres de réfugiés. On a eu une masse de réfugiés qui est arrivée aussi, enfin de demandeurs d'asile, qui est arrivée quand on a ouvert, quand les policiers ont ouvert les prisons pour créer un peu le chaos dans le pays. Donc lui, il a profité, il a rejoint le Caire à ce moment-là. Mais sinon, sur les centres plus récents, non, je suis désolée, je n'ai pas d'informations très précises. Par contre, on reparlera, j'ai une autre piste à vous donner.
Oui, bonjour, merci pour votre exposé, c'était passionnant. On sent que vous avez vraiment envie de transmettre ce que vous avez vécu. Alors j'avais 2 questions. Moi, en fait, personnellement, je n'ai pas beaucoup entendu parler de ce qui s'est passé au Sinaï, de ce que vous avez relaté. Par contre, j'ai l'impression qu'on en a plus parlé dans les médias sur ce qui s'est passé en Libye avec les tortures, enlèvements, etc. Et par ailleurs, est-ce que vous avez cherché du côté de France Inter ou de RFI parce que souvent, il y a des émissions, je pense, intéressantes sur ce type de sujet, je ne sais pas. Oui, ils me connaissent. Je veux dire que s'ils veulent, ils savent où me trouver. J'étais en Égypte au moment de la Révolution. Les Français sont beaucoup partis. Moi, je vivais parmi les Égyptiens. Et j'ai eu donc quelques rédactions qui m'ont appelé pour avoir l'avis d'une Française. Bon, finalement, c'est plutôt l'avis d'une Égyptienne qu'ils avaient parce que je vivais parmi les Égyptiens. Mais bon, ça m'a permis de rentrer près de connaître des journalistes. C'est d'ailleurs par les journalistes que je suis arrivée vers l'IREMO aussi. Donc, ils me connaissent. Ah oui, pardon, sur le Sinaï. Oui, alors, on a parlé des reportages de CNN pour la Libye, qui nous font découvrir ce qui se passait en Libye. C'est aussi CNN qui a rapporté ce qui se passait en Syrie, en Sinaï. Sachant que, bon, comme j'ai beaucoup plus travaillé sur cette question-là, notamment pour mon travail de recherche, on a commencé à avoir des torturés du Sinaï qui sont sortis, qui sont retrouvés en Israël à partir de 2009. Et là, c'est pour ça, monsieur, que vous devriez regarder sur cette ONG israélienne qui récupère le témoignage de gens qui ont donc été incarcérés dans ces centres de torture. Ils ont beaucoup de témoignages. Et je ne sais plus, mais je vais retrouver le nom. Dans mon... Hein, je crois pas. Mais je l'ai cité dans mon mémoire. Je vous donnerai les références. Donc voilà, pour le Sinaï, c'était tout, n'est-ce pas? Donc oui, on en parle maintenant en Libye, et bien tant mieux qu'on en parle, parce que franchement, ça mérite l'attention. Oui, concernant les réinstallations que vous avez évoquées, ce sont celles qui se sont faites sous votre mandat, enfin quand vous étiez là-bas. Est-ce que vous savez quelle est la situation maintenant en 2019, et en particulier aux États-Unis? Est-ce qu'il y a des réinstallations aux États-Unis? Et puis, incidemment aussi, quant à votre reconversion, est-ce que vous avez des liens avec des associations de défense des droits humains comme Amnesty ou j'ai d'autres essayé à qui Thionville, pourraient... mais apparemment ils sont très entre eux, et j'ai dit une fois, je suis pas retournée. Ah bon, vous n'arrivez pas à faire de l'entrisme non, dans ce genre dans une petite société, c'est très particulier, j'ai essayé. Par contre, je suis un peu plus, j'essaye d'aller, bon, j'ai mis beaucoup de temps à me réadapter, ça a été dur le retour en France. J'essaie un peu plus, parce que comme je suis sur la frontière luxembourgeoise, j'ai des relations avec plutôt le Luxembourg, côté luxembourgeois. Et pour les réinstallations. Alors, écoutez, avec Trump, je ne sais pas forcément ce qui s'est passé. Maintenant, il continue à réinstaller parce que ça prend du temps de prendre des décisions, etc. Il n'y a qu'une fois où ça a été extrêmement violent, où il y a eu un arrêt brutal des réinstallations, ça a été après le 11 septembre 2001. Là, ils étaient en plein, en plus, au moment où ils faisaient venir du monde. Et là, 11 septembre, paf, mais tout s'arrête du jour au lendemain. Plus personne ne rentre strictement aux États-Unis. 2002, ça a continué de la même façon, et ça a progressivement repris avant de réexploser de nouveau. Donc, et puis bon, il faut comprendre que pour les réinstallations, quand on regarde les Sud-Soudanais, il y a des intérêts politiques derrière. On a eu à cette époque-là les attentats de Dar es Salaam et Nairobi en 1998, qui étaient les premiers faits d'armes d'Al-Qaïda. Le bombardement du Soudan par la suite. Donc des usines pharmaceutiques, ou je ne sais plus ce qu'ils fabriquaient à ce moment-là. Donc on a les États-Unis sont quand même impliqués dans le régime contre Khartoum. Donc quand ils peuvent aider les autres, ils le font. Et une façon de le faire, c'est de prendre donc les réfugiés. Parce que ça ne plaît pas du tout à Khartoum, ça. Je voulais juste signaler que sur les réfugiés et les tortures et les kidnappings du Sinaï, il y avait eu des documentaires qui ont été présentés sur Arte, en fait. Donc il y a eu pas mal de... On trouve des choses sur YouTube aussi. Oui. Mais sur Arte, il y avait un très gros dossier en fait sur les réfugiés en 2014, dont des documentaires qui suivaient aussi un Érythréen dans la ville en fait du Caire aussi, enfin dans les villes périphériques, en fait la périphérie. Il y a Cécile Allegra qui a fait un documentaire. Oui. Je disais que Cécile Allegra qui a fait un documentaire sur le Sinaï, sur les réfugiés du Sinaï, et elle en a fait un il n'y a pas longtemps sur les personnes torturées en Libye aussi, les hommes en particulier. Ouais. Je voudrais mieux comprendre les chiffres, parce que, mais je me trompe certainement.
l'Égypte est un pays qui tourne autour de 100 millions d'habitants aujourd'hui. Et là, on parle de 250 000 demandeurs d'asile. Ou réfugiés, oui. Réfugiés, statut accordé, n'est-ce pas? Donc, la proportion est particulièrement faible. Et donc, est-ce qu'on peut se poser la question de l'impact sur la population générale qui déjà souffre énormément en Égypte du fait de la crise économique, etc. Du coup, est-ce que c'est un cas de figure un peu particulier, bon, la proximité de zones très très chaudes, très dures, d'une part, mais aussi le fait que c'est un pays qui, malgré tout, le HCR peut-être a pu faire un boulot meilleur là-bas parce qu'ils n'étaient pas si nombreux que ça, peut-être, et puis parce que probablement, là, il n'y avait pas à se poser trop de questions sur le statut. C'était des gens qui, visiblement, étaient à la recherche d'une protection internationale. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut dire qu'il y avait très peu de réfugiés, et donc, du coup, l'impact était quasiment invisible, ou on peut dire qu'il y a eu une prise de conscience de la société égyptienne au sujet de l'accueil des réfugiés? Alors, il y a beaucoup de réfugiés, même certains qui peuvent avoir le statut, qui ne s'inscrivent pas au HCR. Ils ont très très peur de tout ce qui pourrait être un système de fichage. Donc, je vous disais tout à l'heure, on a entre 800 000 et 4 millions de Soudanais en Égypte. Donc là, on change de proportion déjà. Que 45 000 demandeurs d'asile ou réfugiés soudanais, mais plus 16 000 Sud-Soudanais, mais entre 800 000, enfin 2 millions, dirons-nous, de Soudanais en Égypte. Les Syriens sont estimés à 300 000. Seulement, même pas la moitié est enregistrée. Donc il y a quand même beaucoup de gens qui viennent et qui ne s'enregistrent pas, finalement, pour les raisons que je vous ai indiquées. En général, les gens qui s'enregistrent, c'est des gens qui espèrent partir ailleurs. S'ils arrivent à trouver du boulot en Égypte, ils ne sentent pas le besoin d'effectivement de venir s'enregistrer. Les Palestiniens ne font pas partie des 250 000. Ils sont exclus de la comptabilité. L'Égypte ne veut pas non plus qu'on enregistre tout ce qui est réfugié. Alors, j'ai eu le cas d'une demande française. Alors, on m'a dit, écoute, tu la lis parce qu'il faut qu'on la lise, mais on ne l'enregistre pas. C'est hors de question. Normalement, on devrait l'enregistrer et l'auditionner. Mais bon, voilà, ça pose des problèmes à l'Égypte d'accepter des gens comme ça par rapport à ses relations avec la France. Avec l'Arabie Saoudite, on n'enregistre pas les Saoudiens. C'est pas possible. C'est impossible. Donc ça pose. Alors, je ne suis pas dans les petits secrets, les petits papiers du HCR. Je suppose qu'ils ont des listes cachées. Je suppose, pour des gens qui ont des vrais problèmes de protection et qu'il faut presque exfiltrer, quoi. Mais voilà, alors les Libyens non plus, on ne les enregistrait pas, parce que c'est notre copain Kadhafi, on n'enregistre pas les gens qui viennent de Libye. Donc il y a quand même des gens qui se retrouvent avec des problèmes de protection importants. Alors bon, pour les Saoudiens, je pense que c'est quand même assez marginal, hein, mais bon, c'est pour vous dire que quand même les pays arabes, on n'aime pas trop les enregistrer. Vous avez évoqué les réussites de ceux qui ont réussi à franchir toutes ces étapes dramatiques. Est-ce que vous avez des échos particuliers des Soudanais qui sont en France? Ah non, du tout, j'aimerais bien. Allez, ça me ferait plaisir. Alors, je n'ai pas d'écho des Soudanais en France, par contre, je suis allée donc, au Luxembourg, où c'est un pays d'immigration, le Luxembourg, plus de la moitié de la population étrangère. Et ils ont un formidable festival des migrations qui a lieu tous les ans en mars, où les travailleurs donc, de leur pays viennent présenter leur pays, leur gastronomie, etc. C'est magnifique comme événement. Et là, on retrouve des gens de Somalie, des Somaliens qui parlent luxembourgeois, des Éthiopiens, des Érythréens, etc. etc. Soudanais, il n'y en a pas. Mais je sais qu'il y en a. Lui, ici, il est en Allemagne. Il est à Hanovre. Voilà. Donc je sais que dans l'Europe un peu plus vers l'Est, il y en a. Est-ce que j'ai encore un tout petit peu de temps? J'aimerais avoir 5 minutes, parce que j'aurais bien voulu que vous me posiez les questions, mais comme vous ne le faites pas, je vais le faire moi-même. Sur le Darfour, parce que ça c'est une région, c'est parce que je vais vous montrer un petit peu comment les politiques internationales, les décisions des institutions, des impacts sur la vie des gens. C'est vraiment ça qui, si vous devez retenir une chose de ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est ça. Une fois, je travaillais, donc vous savez, le problème qu'il y a eu au Darfour, c'est des tribus qu'on a dit arabisées, dont les Janjaouides, qui ont massacré en masse des tribus africaines. La guerre entre ces deux clans, elle a toujours plus ou moins existé. On est un peu entre, on retrouve les mêmes choses que tout à l'heure avec Ali, entre les nomades et les cultivateurs. Les nomades sont dans des régions qui deviennent de plus en plus désertiques et poussent vers le sud.
là où il y a encore des terres. Et donc, les problèmes de troupeaux sur les terres cultivables, enfin, il y a toujours eu des problèmes. En général, ça se réglait à coups d'arc et de flèches et d'un mariage, et c'était fini. Depuis qu'ils ont des Kalachnikov, c'est beaucoup plus compliqué à régler le problème. Et puis surtout quand Khartoum instrumentalise ça de son côté. Et il faut savoir aussi que quand on parle de tribus arabisées par rapport à tribus africaines, en fait, c'est tous des Africains. Il n'y a pas d'Arabes, et ce n'est pas les Arabes contre les Africains. Ce sont tous des musulmans et tous des Africains. D'ailleurs, parmi les tribus qu'on dit arabisées, certaines ont migré du temps d'un pèlerinage au Moyen-Âge et se sont installées dans une zone fertile du côté du Darfour, parce que le Darfour, c'est très très fertile, c'est très beau, et sont devenus africains. Non, sont devenus arabes, pardon, vous savez, je me mélange moi-même. Et sont devenus tribus arabisées. Une tribu arabisée, c'est souvent une tribu qui a perdu sa langue natale, la langue de son ethnie, et qui parle arabe. C'est ça qui fait en fait la différence. Un beau jour, j'ai reçu une demande de quelqu'un, et à ce moment-là, on devait mettre dans des programmés tous les Darfouris africains pour leur faire passer à un entretien rapide, parce qu'eux avaient le droit d'être reconnus facilement. Donc je reçois, et l'ethnie, je ne reconnais pas le mot, je n'arrive pas à savoir, ce n'est pas une ethnie couvrante, commune, donc je vais regarder, le HCR, ils ont fait des tableaux, ils ont fait des cases, et ils ont mis toutes les tribus dans l'une ou l'autre case en fonction des Africains ou des Arabes. Et je regarde, et je n'arrive pas à trouver ma tribu. Et je vais voir mes collègues soudanais, Four notamment, et je leur dis, ce type-là, qu'est-ce que c'est que cette ethnie? C'est un arabe, c'est arabisé ou c'est africain? Il me dit, c'est arabisé, il parle arabe. Ah bon? Et puis je vais voir un autre, parce que bon, de toute façon, je ne vais pas me baser que sur un témoignage. Il me dit, non, c'est un Africain, il vit parmi nous. Alors voilà, ça c'est quelque chose qui m'a vraiment choquée, parce que même eux, parfois sur certaines tribus, ils ont du mal. Et en fait, c'est fluctuant. On a des mariages, on peut passer de l'un à l'autre. Il suffit que les femmes aillent toutes à l'école apprennent l'arabe pour que la tribu elle soit arabisée, puisqu'elles parleront arabe à leurs enfants. Donc on perd son identité. Et l'ONU, en faisant des cases, il assigne des gens dans ces cases-là. Et ça pose un problème, moi ça me pose un problème en tout cas, parce que ces gens sont presque condamnés à rester dans ces cases-là, avec une façon de voir à l'étranger entre les méchants et les gentils. Sachant que les Darfouris d'ethnie plutôt africaine ont été massivement aidés par les ONG, mais pas les autres, dans lesquels on a observé une surmortalité. Les Africains du Darfour, les tribus africaines, quand elles viennent en Égypte, sont reconnues sous la Convention 1951. Elles sont persécutées en raison de leur ethnie. Donc, elles ont une reconnaissance 51 avec laquelle elles peuvent partir à l'étranger. C'est superbe. Quelqu'un qui a été victime de conflits armés, mais qui est une tribu arabisée. C'est le voisin, il vient d'à côté, du village d'à côté. Il arrive au Caire, il est reconnu sous la Convention 69. Il fuit un conflit. Il peut être réinstallé, mais ce sera qu'en Afrique. Et ça crée donc des différences de traitement entre des gens qui créent aussi des frustrations. Et qui peut créer des tensions là où il n'y en avait pas forcément. Où il y en avait déjà, mais on rajoute des tensions à des tensions. Donc on a toujours des problèmes d'ethnie comme ça. On en parlait, les Belges, les colonisations, on a privilégié une ethnie sur une autre, etc. Et en fait, quelque part, ça perdure avec notre système international. Voilà, c'est quelque chose, je n'avais pas le temps de le dire, mais je voulais le dire. Donc, Merci.